Association des Nouveaux Mondes depuis 2008. Un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. Bonjour Jean-Michel, je suis ravie de te retrouver en interview. On se connaît déjà bien, on est amis, on a fait un certain parcours ensemble depuis 2 ans. Alors Jean-Michel, je voudrais que tu nous donnes ton parcours. Je lis maître en droit des affaires, IUP d'Aix-en-Provence, Sciences Po, chef d'entreprise, promoteur immobilier, assistant à maître d'ouvrage spécialisé dans les bâtiments à énergie positive, accoucheur d'habitat participatif, promoteur de lieux alternatifs avec l'association Les Passages. Alors voilà, ça c'est une belle définition, mais comment toi tu te raconterais, comment tu racontes ton parcours? Qu'est-ce que tu as envie de partager sur ton parcours? Mon parcours, au départ, il est assez classique, on va dire, hein. Je fais mes études à Aix-en-Provence. Malgré tout, j'étais un scientifique qui est allé vers des études littéraires par amour. Voilà. Les parcours sont souvent, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et moi, j'aime ces surprises de la vie. Voilà, expérimenter les choses. Comme Obélisque, je suis tombé dans l'immobilier tout petit, puisque mon grand-père et mon père étaient dedans. Donc ça m'a conduit à développer l'agence familiale et à développer un réseau de 20 agences immobilières dans les Hautes-Alpes, qui faisaient du syndic, de la transaction, de la location. Et puis également, amoureux de vouloir changer un petit peu la construction. Et comme Monsieur Jourdain, je faisais du développement durable sans le savoir au départ, de vouloir donner un petit peu plus d'aspect, d'intégrer plus le bois, les traditions des Alpes, voilà, dans les constructions qui étaient plutôt modernes. Et petit à petit, j'ai appris que ça s'appelait du développement durable en liant l'économie, l'écologie, le sociétal. Voilà. Et puis, j'ai revendu mes affaires pour m'occuper à la naissance de ma fille, pour vivre autre chose. Et cela m'a mené à faire une crèche écologique en Corse, par exemple. Et puis, ça m'a mené aussi à Dieu-le-Fit, à rencontrer le groupe d'Ecoravi. Et l'habitat participatif, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais tout de suite, ça a été le coup de foudre. Et ça a été le coup de foudre avec les membres d'Ecoravi, avec leur alignement. Je voyais qu'ils travaillaient sur tous les sujets et vraiment j'étais admiratif en ayant fait Sciences Po qu'ils introduisaient la politique, la vraie politique, la gestion de la cité dans tout ce qu'ils faisaient, dans toutes leurs réflexions. Et toi, tu étais appelé pour quelle raison auprès d'Ecoravi? Alors j'étais appelé parce que j'étais un peu spécialisé des constructions écologiques sans surcoût. Voilà, je faisais des bâtiments à très faible consommation d'énergie, mais sans surcoût à la construction. Et ils avaient eu un premier projet qui était trop cher. Et du coup, ils m'avaient demandé de retravailler le sujet. Et finalement, on est arrivé sur un projet d'immeuble en paille, bois et terre qui ne consomme pas d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude. Tout est distribué par le soleil. Et on est arrivé à un coût raisonnable, on va dire, qui reste en dessous de ce qui était au départ et dans quelque chose de tout à fait standard, alors qu'ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Okay. Et ça m'a conduit, justement, au départ, c'était vraiment que pour la construction, la conception, puis la réalisation de l'immeuble. Et puis en les voyant travailler, il y avait 2 sujets par contre qui bloquaient l'avancement de la construction. C'était leur montage juridique et surtout leur montage financier. Et ça m'a conduit à les accompagner également à cet endroit-là où j'ai vu qu'il y avait peu d'énergie. Hein, les personnes qui veulent vivre ensemble, ils pensent à beaucoup de choses, sauf à se dire, mince, il faut se taper des statuts de société et il va falloir négocier avec des banques. Alors voilà. Toi, tu étais spécialisé là-dedans ou tu t'es spécialisé au fur et à mesure de l'expérience avec eux Alors,
moi, j'avais fait des études de droit. Mhm. J'ai monté au cours de ma carrière de chef d'entreprise à la fois et puis d'agent immobilier de nombreuses structures Mhm. pour acquérir des biens immobiliers. Mais c'était la première fois où j'étais confronté à cet alignement de valeurs pour faire une nouvelle société, d'être en société de manière différente. Et ça m'a demandé de rechercher d'abord dans ce que j'avais étudié. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des zones d'ombre dans ce que j'avais étudié. Et notamment une grosse zone d'ombre, c'était les sociétés coopératives. Où en ayant fait ma maîtrise de droit des affaires, je crois que j'ai jamais entendu le mot coopérative. Et du coup, j'ai vérifié sur mes livres parce que je les ai gardés. Et effectivement, il n'y avait pas le mot. J'ai recherché sur les tables des matières, c'était cité un tout petit paragraphe. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Et au plus je découvrais ce que c'était, et au plus je me suis dit, voilà, là, on peut faire quelque chose qui est aligné véritablement avec les valeurs des structures d'habitat participatif. Parce que jusque-là, souvent, ils utilisaient des structures de type SCI ou associatif. Voilà, mais ils s'intéressaient peu. C'était les avocats ou les notaires qui faisaient cela avec le même bagage à peu près que j'avais et où voilà, ils faisaient avec ce qu'ils connaissaient. Alors justement, qu'est-ce qui différencie le montage d'une SCI avec ce que vous avez trouvé au fur et à mesure et qui va avantager le groupe humain qui se réunit autour de valeurs et qui va pouvoir asseoir une autre forme de société plus coopérative? Qu'est-ce que c'est la différence entre SCI et puis la SAS coopérative qu'aujourd'hui tu promeus? Alors, juridiquement, le gros écart, c'est véritablement qu'une personne égale une voix. Peu importe s'il a mené beaucoup, s'il a 1000 actions ou s'il n'en a qu'une, c'est une personne égale une voix. Et donc ça correspond parfaitement à la gouvernance partagée. Et c'est le premier élément qui m'a interpellé là-dedans. On est allé même plus loin puisque on a convenu, et dans la plupart des groupes que j'accompagne, c'est ce qu'ils pratiquent, c'est qu'il n'y ait pas de procuration. C'est-à-dire qu'une personne qui est absente donne sa voix à quelqu'un d'autre. Parce que pourquoi une personne aurait 2, 3, 4, 10 voix alors que d'autres n'en ont qu'une? Voilà, ça nécessite d'être à égalité pour qu'il n'y ait pas de jeu de manipulation, de jeu de renversement de pouvoir. Voilà. Ça me paraissait important. Et on est allé, je dirais, au bout. C'est-à-dire que, parce que les gens qui étaient absents étaient frustrés, mais c'est pour ça que je préfère maintenant parler de gouvernance participative. Pour pouvoir s'exprimer sur un sujet, il faut avoir participé au débat. C'est pas on arrive avec une idée préconçue et on défend son idée tout le long de la discussion. C'est on écoute chacune des personnes qui intervient. Il y a des personnes qui vont dire à peu près la même chose que nous, d'autres qui vont préciser, d'autres qui vont être même en contradiction. Et moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, les débats qui se posaient dans un tour de parole, c'est souvent des débats que l'on pourrait avoir au cœur de nous-mêmes. Je pense qu'on a plusieurs voix, des audacieuses, des peureuses, des prudentes, des créatrices, des comptables, voilà. Et la forme de gouvernance qu'on va avoir dans un groupe va être le reflet de la gouvernance que nous avons en nous-mêmes. Est-ce qu'on sait dialoguer avec toutes les parties de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on est dictateur? Il y en a un qui dit, bon allez, les autres, la voix, vous vous taisez, c'est moi qui m'impose. Dans un groupe, c'est la même chose. Alors là, dis-nous, quelles sont les grandes clés de ce montage que moi, quand je t'ai rencontré il y a 2 ans, j'ai trouvé révolutionnaire? Est-ce que tu peux résumer parce que je comprends aussi que la gouvernance, elle est inclue dans les statuts. Oui. Mais donne-nous les grandes clés de ce montage qui facilite une entente de groupe et une assise équitable dans un habitat participatif.
Alors, les grandes clés. D'abord, voilà, au niveau du projet de la coopérative, c'est véritablement d'aboutir à la création d'un bien commun, mais de le faire progressivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin, j'avais une visioconférence où on m'a demandé quelle était la différence avec les fonds de dotation. Dans un fonds de dotation, les individus donnent l'argent pour acheter un bien. C'est super, sauf que c'est que les premiers qui font l'effort. Et ça me semblait pas juste, en fait, parce que peut-être que 1 ou 2 ans après, finalement, ça ne leur convient pas. Mais ce qu'ils ont donné ne peuvent plus être repris. Dans l'idée de la coopérative et du montage financier que l'on a mis derrière, c'est tous les occupants sur 100 ans, la durée de vie à peu près du bien immobilier, qui vont financer petit à petit le bien en proportion de ce qu'ils ont occupé. Et ça me paraissait plus juste. Voilà. Si une personne, le principe, c'est qu'en principe, les gens récupèrent ce qu'ils ont mis au départ. Hein, c'est pas donné, c'est juste posé pour aider au financement. Et ils payent un tout petit loyer qui sert justement à petit financer ce bien commun, qui va devenir indépendant de ses actionnaires. Voilà. Ça, c'est le grand principe qui est important à poser parce que ça change complètement la mentalité. On n'a plus une mentalité égotique, je dirais. De propriétaire. De propriétaire, donc de souverain sur son espace. Et puis après, on vit en copropriété avec les autres, mais avec un précaré où on est Dieu sur terre sur cet endroit-là. Là, la propriété est coopérative. Elle est dans la société coopérative. C'est elle qui achète. C'est elle qui achète, voilà. Et il n'y a pas de recherche de plus-value des personnes qui viennent dedans. C'est la recherche vraiment de jouir du lieu. Voilà. Et puis de garder le projet du coup dans son sens sans que personne ne puisse le récupérer en tant qu'individu. Tout à fait. Voilà, donc ça pérennise les valeurs d'un groupe et un lieu sur le temps. C'est ça aussi qui... Exactement, c'est vraiment la pérennisation du projet qui est là, en coopération. Autant je combats l'égotisme, le surégo, hein, que l'on peut avoir certains, l'égocentrisme qui ramène à eux. Hein. Par contre, l'ego, c'est le fait de penser sur soi-même et c'est le fait d'être un individu singulier, d'être une singularité dans l'univers. Et ça, je trouve qu'il faut le maintenir. Oui. C'est pas du collectivisme où tout le monde est pareil. C'est pas de la communauté. C'est pas, pas un mélange. C'est un respect de l'individu tout en cherchant à vivre bien en collectif. C'est ça un petit peu le. Voilà. C'est la coopération des singularités qui va faire l'intelligence des choses. C'est-à-dire que chacun va avoir son regard et va amener son regard qui est différent de ceux des autres. Et ça nous permet d'être beaucoup plus intelligents que si on avait tous le même regard. Voilà. Alors pour rester aussi dans le juridique, je sais que ça intéresse beaucoup. Dans ce fonctionnement, les parts peuvent être... Si quelqu'un veut partir par exemple du projet, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut récupérer l'argent? Est-ce que ses descendants, s'ils décèdent, peuvent, etc. Ce sont des questions qui ont été souvent posées. Donc qu'est-ce que tu réponds à ces deux questions déjà? Effectivement, un groupe n'est jamais le même tout le long. Et c'est même souhaitable qu'ils se renouvellent. J'ai pas mal étudié les groupes. Ça fait 2 siècles en France que l'on tente différentes solutions sur qui s'est appelé habitat participatif et à d'autres moments Phalange ou voilà, des choses comme ça. Il y a Saint-Simon ou Fournier qui ont tenté il y a 200 ans déjà différentes expériences. Il y a l'entreprise Godin qui avait promu cette façon d'habiter ensemble. Et ce que j'ai observé, il y a plusieurs choses que j'ai observées, c'est que les groupes, souvent, les organes qui se perduraient, un certain temps, c'est ceux où il y avait peu de renouvellement, effectivement, mais dès qu'il commençait à y avoir du renouvellement,
ben là, tout s'écroulait. C'est-à-dire que les gens restaient 15, 20 ans ensemble, mais le jour où ils commençaient à voir, ben, tout le monde, un petit peu, ils étaient tous du même âge, Ouais. voilà. Et c'est pour ça que pour que ça perdure, l'intergénérationnel est important, pour que ben, voilà, les âges se succèdent petit à petit, ça se renouvelle, et qu'il y ait un renouvellement régulier permet aussi d'oxygéner, d'intégrer des processus d'intégration et aussi des processus d'exclusion. Voilà. Ça, ce mouvement-là est important. Donc, il fallait que financièrement, ça puisse se réaliser. Parce que on peut décréter beaucoup de choses dans la parole, on peut écrire même juridiquement beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est aussi que ça puisse se matérialiser, tout cela. Et donc, la réflexion m'a amené à penser un système où déjà les personnes ne prennent qu'une part. Dans une coopérative, il n'y a pas besoin de prendre plus. Et le reste, ils le posent en compte courant d'associés. Ce qui fait que ce n'est pas de l'argent figé. Ils pourront, si un individu a besoin à un moment donné de récupérer 10 ou 20 000 euros pour aider ses enfants à s'installer ou autre, ben, il pourra le faire dans la mesure où il y a la réserve qui a été constituée au niveau de la société. Donc ça peut changer, ce compte courant d'associés, et on pourra l'utiliser même en système d'échange. Voilà, ça c'est un développement ultérieur. Mais pour répondre à ta sortie, une personne sort. Comme je dis souvent, soit la tête haute, soit les pieds devant. Voilà, ça peut être les deux cas de figure. Eh bien, il libère un appartement. Cet appartement, il va y avoir un nouvel occupant. Et cet occupant va avoir un apport qui n'est pas nécessairement le même que celui qu'avait apporté la personne qui sort au tout début. Puisque déjà, il a remboursé des loyers, donc il y a déjà besoin d'un petit peu moins d'apport. En plus, le collectif peut avoir le choix de se dire, tiens, je prends une personne qui a moins d'apport financier, mais qui va nous apporter plus parce que c'est un bricoleur, parce que c'est un permaculteur, parce que c'est un conteur, parce que c'est un joyeux luron et qu'on a envie de vivre avec lui. Et du coup, comme on conseille par prudence de créer petit à petit une réserve monétaire, ben, cette réserve monétaire pourra être utilisée pour compléter l'apport de celui qui rentre. Troisième élément, c'est que celui qui part, ben, s'il partait en vendant son bien immobilier, il lui faudrait, entre le moment où il prend sa décision et le moment où il encaisse l'argent après le notaire, souvent 6 mois, voire 1 an. Il y a le mettre à la vente, les visites, le compromis, voilà, la régularisation. Ben là, le fait que ce soit en compte courant, ça pourrait être très rapide. Il peut avoir débloqué une partie rapidement. Et puis peut-être qu'il n'aura pas besoin de la totalité. Et il pourra accepter qu'il soit payé pour partie un petit peu plus étalé. Voilà. Surtout s'il a apporté beaucoup. Ceux qui apportent peu, souvent, ont besoin de récupérer la totalité. Ceux qui ont apporté beaucoup, souvent, ils en ont encore un petit peu à côté et ils peuvent accepter qu'il y ait un étalement du paiement. Voilà. Et quand il y a une succession, ben, le défunt peut choisir dans à la fois le testament et aussi dans le pacte d'associés de dire ben, je souhaite que dans les 6 mois de mon décès, il y ait un tiers, la moitié qui soit reversée à mes descendants et le solde sera versé à raison de 1 000 euros par mois à chacun d'eux. Et comme ça, ça étale pour le collectif le paiement, ce qui l'aide au niveau trésorerie. Parce que ce n'est pas un problème de faillite, c'est-à-dire que toute la trésorerie qui est apportée est réinvestie dans l'immobilier, dans un immobilier dans lequel les gens généralement s'investissent, prennent soin, développent, donc qui s'enrichit. Donc ce n'est pas un problème de faillite, il y a la contrepartie. Mais sauf que cette contrepartie immobilière, elle n'est pas liquide. Donc c'est dans le temps, puisque chaque mois, il y a des rentrées d'argent par les mensualités qu'encaisse la coopérative, qui sont à la fois les charges, les loyers
et l'épargne mensuelle complémentaire, qui permet d'apporter cette trésorerie qui régulièrement peut permettre de payer l'ensemble des dettes de la société. Et un associé reste un créancier, je dirais, de la société. C'est pour ça que notre paradigme, c'est sur 100 ans d'arriver à rembourser tous les associés, ou du moins que ce ne soit pas nécessaire, leur apport ne soit plus nécessaire. Donc on peut le rembourser facilement. Voilà un petit peu le joli programme. Ouais, magnifique. Alors, donc, tu as constitué ça. Maintenant, je sais que tu conseilles beaucoup de groupes en France, et tu as co-créé avec certaines personnes l'association des Passages, qui a bientôt 1 an. Et donc, comment ça s'est passé? Avec qui tu as commencé à la mettre en place? Et combien de groupes maintenant vous suivez? Et voilà. Alors, Et plein de choses. oui, alors mon parcours personnel dans l'accompagnement, ça a été Ecoravi il y a 10 ans à peu près. Et puis, voilà, c'est quelque chose. Alors, Ecoravi m'a pris aux tripes. Je l'ai suivi pendant 4 ans. C'était presque mon activité principale, même si c'était mon activité principale pendant 4 ans. Et le lien a été dur à couper. Et d'ailleurs, il n'a jamais été coupé puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas et des amis intimes. Et puis, régulièrement, il me redemandait des choses. Mais il m'a fallu du temps pour me dire si je pouvais retourner vers un groupe parce que ça m'avait trop pris émotionnellement. Voilà. Et du coup, les groupes que j'ai accompagnés derrière, j'ai été, je dirais, presque très sec. C'est-à-dire que j'avais une mission que je définissais de manière très courte. Voilà, et je ne voulais pas déborder. Pas envie de leur donner trop. Ouais, j'avais peur. Voilà, ça a duré combien de temps, ça? Eh bien, presque, je dirais, jusqu'à ce que je vois une annonce sur une jolie ferme du côté de Saint-Maximin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on s'est rencontrés là. Voilà, on s'est rencontrés là, à Saint-Maximin. Et là, j'ai senti que mon cœur y vibrait dans l'humanité qu'il y avait là. Et que cet accompagnement qui était plutôt dans le juridique, puisque au départ, c'était plutôt dans la construction écologique. Et puis petit à petit, il y a beaucoup de gens qui le faisaient. Par contre, au niveau du juridique, il y avait beaucoup moins de monde. Donc, voilà, je faisais plutôt de l'accompagnement juridique et financier, mais de manière vraiment très sèche. Je faisais les statuts, point. Voilà, vous avez besoin d'un montage de dossier bancaire, ok, je vous le montre, mais voilà, c'était vraiment. Et j'essayais de fuir le côté humain parce que vraiment, j'avais peur de retomber dedans. T'impliquer autant. Et là, voilà, ça m'a ouvert une porte. Voilà. Et j'ai accompagné 2-3 groupes à ce moment-là pour donner un petit peu l'élément. Et puis voilà, je me suis laissé un peu plus, j'acceptais un petit peu plus les missions et un petit peu plus large. Et puis j'ai une association qui s'appelle Les Nouveaux Mondes qui m'a proposé de faire. C'est nous. Qui m'a proposé de faire un forum, un forum. Voilà. Gentiment, le dernier jour avant confinement. En mars 2020. Voilà, Et j'ai pu voir tout le succès que ça avait eu, alors que je pensais que le droit était plutôt aride, qu'il fallait vraiment être concerné, impliqué, pour chercher à décrypter. Finalement, non, ça avait du sens pour beaucoup de personnes. Je pense que c'était une réelle case manquante dans l'histoire, parce qu'on approchait beaucoup de choses, l'intelligence collective, la gouvernance partagée, le langage bienveillant, tout ça, mais enfin, du point de vue juridique, il y avait vraiment des gros manques. Dès qu'on tombait sur la concrétisation qui était à la fois le juridique et le financier, toutes les belles idées qui étaient en haut ne descendaient plus. C'est ça. Il y avait un blocage complet et souvent quand des anciens groupes me demandent d'intervenir, on regarde un petit peu ensemble leur charte, puis après on lit les statuts, je dis ça correspond ou ça ne correspond pas. Puis souvent ils sont effrayés de ce qui a marqué. Je dis mais c'est l'avocat, mais bon voilà, il n'y a pas d'alignement. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'y arriver. Et pour y arriver, en fait, il faut aller
au plus profond de l'être. Mm. Et pour moi, ça a été d'écouter les multiples voix que l'on a en soi. Voilà. Et de voir que les individus sont incohérents. Et c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut dire oui un jour et non l'autre jour. Blanc, noir, rouge, vert. Voilà, on est de multiples couleurs. Parce qu'en permanence, c'est un dégradé. On ne sort qu'une seule couleur à la fois. Mais en fait, il y en a tout un tas. Il faudrait l'analyser un petit peu comme un prisme, décompose la lumière et on voit toutes les couleurs. Mais quand une personne exprime quelque chose, il y a différentes nuances qui sont derrière et qui ne sont peut-être pas perceptibles au premier abord, mais qui sont dedans. Et ça, il faut l'intégrer, je dirais. Sinon, on n'est pas cohérent. Voilà. Et donc, il y a vraiment ça. Et puis, il y a l'impermanence des choses. Souvent, et surtout dans le droit, on veut les figer. Alors que les choses évoluent, on s'adapte. Et il faut l'intégrer. Donc là, ça permet une grande flexibilité, un grand mouvement, une grande originalité là-dedans. Et c'est ce qui n'était pas effectivement dans les statuts auparavant. Et donc, on a vu en mars comme en septembre pour le deuxième forum et au milieu avec le sommet des Oasis qu'il y avait un intérêt fou de milliers de personnes, à vrai dire. Ça m'a surpris. Donc des milliers de personnes ont envie de vivre ce chemin un peu différent, de vivre en même temps avec les autres, tout en gardant notre singularité, comme tu dis. Mais il y a aussi la peur de perdre l'argent parce qu'on est toujours au bord d'une banqueroute là, avec la société qui se transforme. Donc, comment ça se présente aujourd'hui à travers les passages? Combien de groupes tu suis? Comment tu sens la tendance? Alors, depuis le début de l'année, tout la fin de l'année dernière et encore plus le début d'année, il y a eu une explosion. On est à peu près à une 50aine de groupes actuellement. Et encore, je suis désolé pour tous ceux qui envoient des messages et qu'on n'arrive pas à répondre toujours. Petit à petit, on se structure. Je passe la main à Cécile et Jérôme qui eux-mêmes commencent à avoir des padawans qui montent en puissance. Dans l'équipe, là, vous êtes combien pour le moment, là, à peu près? Alors, au cœur de l'équipe qui se crée, là aussi, dans la mouvance. Alors, il y a deux aspects. Il y a tout l'aspect administratif et gestion de notre propre groupe. Et puis, il y a les accompagnateurs. Voilà. Donc, en accompagnateur, j'étais seul, je dirais, jusqu'au mois de mars. Depuis le mois de mars, il y a des co-accompagnateurs qui accompagnent avec moi des groupes, qui prennent de plus en plus en charge les groupes. Et je me focalise de plus en plus sur à la fois les visioconférences que l'on fait régulièrement, hein, il y en a 3-4 chaque semaine, et à la fois les accompagnements très personnalisés sur des sujets pointus ou d'anciens groupes qui rencontrent des problèmes, comme le hameau des Buis par exemple, ou l'aérium pour d'autres raisons, ou voilà, et voilà, ça me permet de valider si les erreurs qui ont été commises parfois sur d'autres groupes, est-ce qu'on l'a bien anticipé? Et ça, je trouve c'est intéressant. Il y a Ecoravi qui nous ramène toujours aussi comment eux font évoluer les choses. Et c'est pragmatique. Ce que l'on fait, c'est vraiment basé sur du pragmatisme. C'est à la fois basé sur la philosophie humaine de vie, sur une vision politique de notre société et de faire société, mais aussi sur quelque chose de très pragmatique, quoi. Voilà, on n'est pas dans les terres, on a des pieds, des jambes et une tête aussi pour s'échapper, et des tripes, un cœur. Voilà, il y a tout ça qui doit être pris en considération, et c'est ce que je m'évertue de faire, d'avoir une vision un petit peu holistique qui est concentrée dans des textes juridiques. Bon, ça paraît incroyable, mais ce qui est ma grande fierté, c'est que souvent les groupes me disent « Oh, on a une commission juridique, il y en a 2 qui ont accepté de s'y coltiner », l'air de dire « On les plaint véritablement ». Et je demande toujours qu'il y ait 1 heure avec l'ensemble du groupe. Et 3-4 séances après, il y a encore tout le monde,
Et ça, je suis super heureux. Ouais. Et quand à la fin, on fait un tour sur, quand ils ont vu tous les statuts, règlements intérieurs, pacte d'associés ou autres, qui étaient des choses qui donnaient de l'urticaire et qui faisaient fermer les oreilles et disjoncter les cerveaux avant que je n'arrive sur le juridique, ben là, les gens me disent « Waouh, j'ai pas tout compris, mais je sais que je peux relire et voilà, je comprends qu'est-ce qui se passe. » Et ça, voilà, c'est ma grande fierté d'arriver à jusque-là. Ouais. Voilà. Magnifique. Et je voulais préciser aussi pour ceux qui nous écoutent que donc tu es accompagnant, et vous êtes à plusieurs maintenant, pour des créations des écolieux, mais vous êtes aussi intervenant pour des changements de statut, pour des écolieux qui cherchent à changer et s'asseoir autrement sur des nouveaux statuts. On va peut-être finir, pour pas que l'interview, cette première interview des Nouveaux Mondes ne soit trop longue, il faut préciser que toutes les personnes intéressées peuvent adhérer au passage et qu'il y a des webinaires explicatifs et collectifs sur des thèmes précis qui font évoluer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui peut terminer cette interview, qui peut être indispensable encore à dire? Alors, aujourd'hui, on élargit notre champ d'action, pas simplement aux habitats participatifs, mais aussi à tout ce qui est associatif, d'amener la gouvernance participative dans les statuts d'association. Voilà. Parce que souvent, il y en a qui le pratiquent, mais ce n'est pas intégré et du coup, ça peut se perdre au profit de quelqu'un qui soit un petit peu trop juridique. Et puis d'autres le découvrent et ça, c'est intéressant les deux côtés. Et puis, également, on est en train de constituer un fonds de dotation qui permet d'aider au financement à un crédit relais pour les projets qui se créent. Et souvent, aujourd'hui, les projets se créent de manière très rapide. Il y a 10 ans, on disait qu'il fallait 7-8 ans en moyenne pour créer un projet. Aujourd'hui, c'est moins de 7-8 mois. C'est des fois 3-4 mois. Et du coup, ça va très vite. Et les personnes trouvent le bien, le projet, alors même qu'ils n'ont pas encore mis en vente leur bien immobilier. Et donc, ils ont besoin d'un petit crédit relais et on fait le passage entre ceux qui peuvent avoir du financement, qui souhaitent le sortir des banques pour le mettre dans des projets concrets qui ont du sens, et ceux qui ont besoin, pour une courte période souvent, le temps de revendre leur bien immobilier, voilà, mais qui en ont besoin pour acheter le bien pour pas qu'ils partent. Et voilà, donc c'est une autre branche encore des passages, parmi encore d'autres qui sont en train de se développer. Très bien. Merci Mika. Mika, c'est Jean-Michel Elzéar. C'est un joli nom aussi qu'on garde pour les passages et par amitié. Et merci Philippe pour nous avoir filmés. Merci. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.